Alors, Yaorana Tato, c'est vraiment pour moi un grand honneur et une grande joie de parler de l'œuvre de Flora Orima de Vatine en sa présence et devant autant d'enseignants et de chercheurs qui apprécient énormément cette œuvre et qui, pour certains d'entre eux, la connaissent mieux que moi. Alors, il n'est pas nécessaire de présenter Flora de Vatine et Chantal Spitz, ces deux grandes dames de la littérature qui sont engagées en faveur de l'émancipation culturelle et identitaire maohi, cofondatrices de la revue Litera Maohi, qu'elles ont dirigée successivement, et qui feront l'actualité au Salon du Livre en fin de semaine, puisque Flora Orima de Vatine nous a dit hier qu'elle n'avait publié que 3 livres, qu'elle publiait des livres une fois tous les 18 ans, mais dans sa grande modestie n'a pas dit que dans quelques jours allait sortir Maruao, les ailes de l'infini, que j'ai hâte de découvrir. Et quant à Chantal Spitz, ça fait quelques semaines qu'est paru son dernier ouvrage, Et la mer pour demeure, qui est un recueil de nouvelles. Alors la question qui va m'intéresser dans cette communication, c'est la question de la langue d'écriture. Donc c'est une question que se posent toutes les personnes bilingues ou plurilingues, mais qui est particulièrement cruciale dans un contexte colonial ou post-colonial. C'était d'ailleurs le thème du numéro 4 de Litera Maohi, quelle langue d'écriture? Chantal Spitz, qui écrit essentiellement en français, regrette parfois de ne pas mieux maîtriser le tahitien. Elle dit « le français c'est la langue de ma tête, mais la langue de mes tripes c'est le tahitien ». Et on a une sorte de distinction aussi corporelle du côté de Flora de Vatine, puisque je la cite, elle dit dans le numéro 3 de Litera Maohi, « Quand j'écris en français, je suis dans la tête, dans le cerveau, je raisonne, insensible, j'intellectualise et je construis mécaniquement. Quand j'écris en tahitien, l'expression étant intériorisée, je ventrilise pour désentraver les entrailles et pour que la langue qui remonte raconte les senteurs de l'enfance, les couleurs et les sonorités de ma mémoire, du Fénois Aïchéré. » Alors, Chantal Spitz raconte qu'elle a longtemps tergiversé puisqu'elle n'osait pas écrire en français car elle avait peur que ce soit considéré un peu comme une trahison. Jusqu'à ce que le grand poète tahitien Henri Hiro la rassure, et donc je cite Chantal Spitz qui cite Henri Hiro, « On n'a pas le temps pour ça, écris-nous, écris notre peuple, écris notre pays, c'est déjà trop tard, on s'en fout de la langue, tu dois nous écrire, écrire. » Alors je passe au titre de ma communication, donc, qui est tiré du texte « L'écrire colonisé » de 2001, que je vous présente ici, je ne vais pas le lire en entier, mais dans ce texte, vous allez voir que Chantal Spitz utilise majoritairement le mode impersonnel et intemporel de l'infinitif. Il y a une vingtaine de verbes à l'infinitif qui sont autant d'injonctions, donc à la fois à elle-même mais aussi aux autres écrivains autochtones de Polynésie française, d'écrire, de se transcrire et de se libérer par l'écriture. Ici, le français n'est pas désigné directement, c'est par une périphrase qu'elle en parle, c'est la langue du vainqueur. Et c'est quelque chose qu'on trouve de façon récurrente dans son œuvre. Par exemple, dans Humbo ou dans L'île des rêves écrasés, le français est souvent désigné comme la langue étrangère ou la langue de l'étranger, tandis que le tahitien est désigné par la langue de la terre, la langue naturelle. Alors j'en arrive donc à cette citation, « Échapper à la monolangue pour flamboyer nos multiples influences ». Donc il y a un flou sémantique autour de ce néologisme de monolangue qui fait écho, dans le passage que je vous ai mis, à la monoculture qu'on trouve un petit peu plus haut, qui appauvrit les terres. Et donc on peut donner à ce terme de monolangue plusieurs sens. Ça peut être tout d'abord le français hégémonique, qui s'est imposé au détriment des langues polynésiennes. Mais comme elle dit plus tôt qu'il faut détourner la langue du vainqueur, on peut aussi comprendre que cette monolangue, ce serait le français normé, le français, le bien écrire, beau parler, qu'il va s'agir de détourner, d'assouplir, de plier à son imagination, à sa sensibilité, à sa musique intérieure. Mais la monolangue, ça peut être aussi le discours unique de l'autre qui ne nous voit pas, pour reprendre un titre d'un article de Chantal Spitz, et qui mobilise tous les espaces de parole. Ça peut être la pensée unique, ou encore la langue de bois de certains discours de politique. Donc je vais essayer de montrer en quoi les œuvres de Flora Orima de Vatine et de Chantal Spitz répondent à cette injonction d'échapper à la monolangue pour flamboyer nos multiples influences. Donc je vous présente ici le plan de ma communication.
Alors tout d'abord, polliniser le français pour échapper à la monolangue. Dans le cas de Chantal Spitz et de Flora de Vatine, on a une écriture aux langues tressées, c'est-à-dire que, y compris quand elles écrivent en français, elles ont tendance, elles aiment tresser les langues, métisser et utiliser un certain nombre de termes tahitiens, voire de paragraphes entiers en tahitien au sein des textes français. Donc c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus dans l'œuvre de Flora de Vatine. Dans son premier recueil, Humeur, il n'y avait pas tant de mots tahitiens qui apparaissaient, mais à partir de tergiversations et rêveries de l'écriture orale, Te Pahu a Hon Ura ou Au vent de la piroguère Tifeifei. Dans le premier cas, on a 15 pages de glossaire à la fin du recueil pour traduire ces mots tahitiens. Dans le deuxième cas, on a 130 entrées qui viennent nous aider, donc pour les lecteurs qui ne parlent pas tahitien, à comprendre tous ces termes-là. Et donc c'est quelque chose d'assez fascinant, en particulier pour les auteurs de métropole, pour les lecteurs de métropole, d'avoir accès à ce texte et ce mélange des langues avec voilà une sorte d'énigme à chaque fois qu'on a ces mots tahitiens qui parlent comme ça d'espaces lointains auxquels on n'a pas forcément accès au début. On trouve ce mélange des langues donc dès les deux titres des deux recueils que je viens d'exposer, avec le deuxième titre en tahitien, Te Pahu a Hon Ura et Tifeifei, qui dans les deux cas viennent apporter. Dans le premier cas, en fait, c'est l'exigence du rythme, du tambour, mais aussi l'idée que la poésie doit être s'insérée dans la terre natale où se trouve ce rocher dont Flora Orima de Vatine parlait hier. Et aussi l'idée qu'elle s'insère dans une mythologie, puisque Hon Ura, c'est un héros de la presqu'île. Et le Tifeifei, c'est un autre élément qui est très important dans la poésie de Flora Orima de Vatine, c'est cette idée de métissage qu'on trouve dans ce Tifeifei. Alors j'en arrive à un exemple justement un extrait d'un des poèmes dans lequel on a justement les deux langues qui sont tressées, entremêlées. Îlot de Fénois Ino, au vent salé et agréable du Paris. J'écris sur ton sol ce qui me reste de mémoire. Les noms s'effacent avec les années, qui m'en éloignent chaque jour un peu plus. Grattage, raclage et creusement de crayons épines, de fétoué de la grotte de Vaitomoana, par tous les temps. Oh, te miti o te pari. Ah ouais, te miti o te parie. Te rae pa'a inano amai. Wa feto itoi, wa ha'apopo. Des tiarets en arbustes nourris au calcaire des coraux blanchis sur le rivage exhalent la senteur suave, enivrante de leurs pétales blancs et charnus. Au vent régulier, vivifiant, toujours renouvelé du Paris, Navai Atura et Parao. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de poèmes comme ça dans lesquels on a des mots, voire des extraits comme ça de tahitien. J'ai choisi celui-ci puisque le tahitien ici jaillit un petit peu en même temps que cette mer qui s'enfle, qui est décrite ici et qui vient se briser. Et je trouvais ça beau que d'un seul coup, Flora passe au tahitien. De même que dans la dernière phrase, Navai Atura et Parao, qui signifie qui en parlera. Donc elle s'adresse aux autres écrivains autochtones. Peut-être l'idée, elle cherche à écrire elle-même, mais aussi à développer le goût de l'écriture chez les autres. Elle demande qui en parlera. Évidemment, c'est peut-être une forme de prétérition. Elle est en train d'en parler, mais c'est l'idée aussi que d'autres, à leur tour, doivent parler de leur terre, y compris en tahitien, puisqu'à ce moment-là, la question est posée en tahitien. Donc je passe à Chantal Spitz, qui elle aussi, et c'est flagrant, c'est tout à fait étonnant quand on lit le début de L'île des rêves écrasés. Ça commence par un avant-propos, donc une adresse au peuple maori, et ensuite on a un double récit de la création du monde. Le récit donc de la création du monde par Ta'aroa, et ensuite le récit biblique qui sont juxtaposés. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on n'a pas de traduction en français. Donc on peut y voir une invitation au lecteur, Popa'a par exemple, qui ne comprendrait pas, à se mettre au tahitien s'il veut comprendre de quoi il s'agit. Et c'est quelque chose qu'elle fait dès son premier roman, mais qu'on trouve aussi de manière récurrente dans les romans qui suivent, y compris dans le dernier livre qui vient de paraître. On a de temps en temps comme ça des surgissements de tahitiens
qui ne sont pas traduits et qui obligent à apprendre le tahitien. J'en arrive au deuxième point, qui est cette question de détournement du français. Et je vais vous projeter un petit passage de Francophonie, le temps du partage, dans Litera Maohi, numéro 11. Je le cite. « La francophonie est un outil d'expression, de communication dont j'use à mes convenances, sans convenance, libre du corset grammatical, de la camisole syntaxique, au goût de renfermer, aux odeurs de formol. Cette francophonie cramponnée à ses normes du bien écrire, beau parler, mutile l'expression de ce qu'elle complexe par ses complexités, qui finissent par s'en penser indignes. » Donc le premier point pour détourner la deuxième façon de détourner cette langue du vainqueur, après avoir inséré des mots tahitiens, ça va être de faire preuve d'inventivité, voire de transgression stylistique. Et les libertés que prend Chantal Spitz avec la langue française rappellent les audaces stylistiques de certains écrivains francophones issus de l'immigration, comme le roumain Gerasim Luca ou encore le russe Romain Gary. Ce dernier a beaucoup souffert des remarques acerbes des soi-disant puristes de la langue française qui lui reprochaient de ne pas savoir écrire en français, alors qu'il adoptait sciemment des tournures venues du russe, du polonais ou du yiddish. Il dit dans le début de son roman Gros câlin, « Je dois donc m'excuser de certaines mutilations, mal-emploi, saut de carpe, entorse, refus d'obéissance, crabisme, strabisme et immigration sauvage du langage, syntaxe et vocabulaire. Il se pose là une question d'espoir et d'ailleurs, à des cris défiant toute concurrence. » Et je tiens, moi, à m'excuser auprès de mon interprète pour traduire cela. Alors, Chantal Spitz, elle-même utilise beaucoup de néologismes. Par exemple, dans « À rater » et « La mer pour demeure », c'en est ainsi que tous ceux qui nous mitent, nous fablent, nous t'aiment, pour nous résumer. Donc elle crée souvent des verbes comme le verbe miter, fabler, t'aimer, irrespecter, unilinguiser les peuples, inférioriser. Et elle a aussi, vis-à-vis de la syntaxe, elle prend énormément de liberté vis-à-vis de la syntaxe et de la ponctuation. D'une certaine façon, elle parvient donc bien à détourner la langue du vainqueur et à transformer cette langue dominante en langue qu'elle domine elle-même. Flora de Vatine fait un petit peu la même chose, et d'ailleurs hier elle a pris plusieurs exemples quand elle expliquait que elle disait « Je marchais harry-iment » et qu'elle s'est retrouvée davantage, qu'elle se sentait plus chef quand elle utilisait ce terme-là. C'est quelque chose, donc on trouve beaucoup de jeux de mots qui d'une certaine façon viennent décrasser les mots, pour reprendre une citation de Chantal de Spitz. Et ça m'a fait penser à quelque chose que disait Luba Jürgensen, qui elle donc est une écrivaine universitaire franco-russe, dans son livre « Au lieu du péril, récit d'une vie entre deux langues ». Donc je la cite, « Jamais se contenter d'un sens commun, toujours décrypté, c'est le lot du bilingue. Les expressions qui nous viennent des autres, telles que la cerise sur le gâteau ou noyer le poisson, se réveillent, frétillent, vrillent de toutes leurs écailles, une fois traduites. » Et donc, je vais prendre quelques exemples d'un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle « Enquête de l'écriture à son corps défendant » dans le numéro 4 de Litera Maohi de Flora de Vatine. Je la cite. « Il lui fallait faire bonne mine contre mauvaise pioche, mauvaise récolte et infructueuse pêche. » Ou encore, l'auteur en profita pour ajouter son grain de café, de perles, de sel, de fantaisie, bribe de ses souvenirs d'internat. Donc ici, on voit que Flora de Vatine joue avec des expressions toutes faites, ajouter son grain de sel, ou faire contre mauvaise fortune bon cœur, pour les remotiver. Deux autres exemples, donc dans Tergiversation et rêverie de l'écriture orale, je la cite, « Alors que le problème est que l'on se refuse à aller voir du côté de chez soi. » Donc ici, il y a un jeu de mots, on s'attend à du côté de chez soi, c'est-à-dire du côté de la grande littérature classique de métropole, c'est le premier tome de La recherche du temps perdu de Proust, et au dernier moment, en fait, non, c'est du côté de chez soi. Donc un retour, justement, retrouver l'inspiration dans sa propre culture, dans son propre pays, dans sa terre. Deuxième exemple, dans Au vent de la piroguière, je cite, « Dans la langue de bois, d'eau de mer, de basalte, de corail, de feu, de terre. » Donc ici, la langue de bois de certains discours politiques, au sens figuré, redevient langue de bois au sens propre, la langue de la nature. Et donc dans le poème Sur la route du Paris,
Il est question justement de cette langue à partir du bois, fagots liés, entassés, petits bois secs écorcés, lissés, salés par la mer, allume-feu, inspire poème, fabriques histoire. Donc ici, ce bois justement permet de faire ces poèmes-là, ces histoires. Voilà pour cet exemple. J'en arrive à cette autre exigence qu'on retrouve à la fois chez Chantal Spitz et chez Flora de Vatine, c'est une écriture du souffle à auditionner. Là, je cite Flora de Vatine. Et donc, je projette ici un extrait de La traversée des noms en généalogie tahitienne. Puisque cette écriture du souffle à auditionner, on le trouve évidemment dans la poésie de Flora de Vatine, mais aussi dans ses textes, dans ses articles, et y compris dans ce mémoire de DEA. Donc elle dit « Notre recherche ne put s'écrire qu'avec ce rythme proche de l'oralité, parfois de l'incantation. C'est que le sujet lui-même de notre étude nécessitait cette écriture, faisant de notre sujet d'étude un travail de recherche où la forme et la force du discours faisaient partie du fond. Aussi revendiquons-nous également reconnaissance à cette écriture et droit à cette écriture. » Et donc cette écriture-là incantatoire, on la retrouve aussi chez Chantal Spitz. Par exemple, dans L'île des rêves écrasés, on a une alternance assez fascinante entre la prose et la poésie, avec énormément de... c'est quelque chose de très rythmé, et pour les naissances, pour les départs, pour les déclarations d'amour, à chaque fois, c'est fait dans des déclamations poétiques. Et toujours dans cette idée du rythme, de l'oralité, on trouve dans les deux cas des jeux avec les mouvements d'alinéa, des sauts de ligne pour marquer les temps du discours et les respirations. Et on a une disparition complète de la ponctuation et des majuscules en début de phrase dans les deux recueils de nouvelles de Chantal Spitz. Alors finalement, pour terminer cette première partie, et peut-être que la deuxième, ce sera plutôt une conclusion, pour terminer cette première partie, j'ai eu envie de vous faire part de cette citation de Jorge Luis Borges, l'autre le même. « La tentation m'a pris un certain jour de transférer à l'espagnol la musique de l'anglais ou de l'allemand. Si j'avais mené à bien cette aventure, sans doute impossible, je serais un grand poète, comme ce Garcilaso qui nous donna la musique d'Italie, ou cet anonyme sévillan qui nous donna celle de Rome, ou comme Dario qui nous donna celle de celle de France. » Donc Garcilaso de la Vega, c'est un poète espagnol du XVIe siècle qui a beaucoup été influencé par Pétrarque et d'autres poètes italiens, et donc qui a donné la musique de l'Italie, si on veut, à la langue espagnole, de même que Rubén Dario, a fait ça donc au XIXe siècle en s'inspirant beaucoup des poètes français du XIXe siècle comme Baudelaire. Et au fond, je crois que si la poésie de Flora Horima de Vatine est si riche et si appréciée, c'est peut-être parce qu'elle a réussi à faire ça, c'est-à-dire à transférer à la langue française la musique du tahitien. Et on pourrait dire un petit peu la même chose de Chantal Spitz. Donc deuxième point qui va être plus rapide, c'est donc encourager l'écriture autochtone pour fuir le monologue. Puisque un des points très importants quand on étudie les œuvres de Chantal Spitz et de Flora de Vatine, c'est leur attachement justement à pas écrire dans leur coin, mais à promouvoir cette écriture autochtone, à donner envie aux jeunes d'écrire, quitte à prendre certains risques. Et là, donc, j'en ai relevé deux. Il y a deux risques à prendre. Commettre un crime de lèse-maohi, donc c'est une citation de Flora Horima de Vatine. Ce crime-là, c'est écrire dans une société où on ne fait pas étalage de ses sentiments. Et donc, il faut prendre ce risque. Et le deuxième crime, c'est un crime de lèse-occident. Donc, c'est une citation de Chantal Spitz dans Confrontation, Litera Maohi, numéro 3, où en fait, elle se permet de donner son point de vue autochtone, même s'il diverge par rapport au verbe officiel, au discours majoritaire des universitaires occidentaux. Donc ces deux écrivaines, évidemment, à travers la fondation et l'animation de la revue Litera Maohi, encouragent en permanence les autres écrivains autochtones à publier, à écrire, mais on le trouve aussi à travers leurs œuvres. Donc dans le rabat de la couverture d'Humeur de Vaitiare,
On a « Si Vaitiare se livre en pâture, c'est avant tout afin d'inciter, de susciter des talents ignorés ou qui s'ignorent à se faire connaître. » Et dans l'île des rêves écrasés, donc on a Teri qui dit à sa sœur Tetiare « Tu dois publier ton histoire, peu importe les critiques, et tu en auras, n'en doute pas. Le rêve transmis d'oralité se meurt faute de mémoire, et nous devons lui redonner vie par l'écriture. D'autres après toi écriront une parcelle du rêve qui finira par devenir réalité. » Alors peut-être une dernière citation de Flora Aurima de Vatine, c'est dans Tergiversation et rêverie de l'écriture orale, qui justement va dans ce sens-là d'essayer d'encourager les autres à faire comme elle. Je la cite, « Et je suis à faire les 100 pas, aller et venu le long de la rive de mon oralité, rêvant de rejoindre celle de l'écriture, me préparant sans cesse à faire le saut, mais hésitant et chaque fois reculant et me répétant. Je ne peux pas, je ne pourrai pas. Que faut-il faire? Quelqu'un peut-il m'aider? Qui saute avec moi? Quelqu'un veut-il sauter avec moi? » Donc voilà, c'est l'idée ici qu'elle encourage d'autres personnes à sauter avec elle. Elle l'a encore dit à plusieurs reprises hier soir. C'était un message aux jeunes, allez-y, sautez avec moi, écrivez à votre tour. Et donc je finirai peut-être par une ouverture de deux créations qui ont lieu en 2022 et qui montrent bien que les jeunes prennent la relève et que les jeunes s'inspirent beaucoup des œuvres de Chantal Spitz et de Flora de Vatine. C'était tout d'abord Regia Tepa, donc qui était l'étudiant hier qui a animé la table ronde, qui a gagné le concours de scénario du FIFO cette année en adaptant la nouvelle Joséphine de Chantal Spitz. Et en ce qui concerne Flora Aurima de Vatine, on a eu le droit à un magnifique spectacle du collège de Taravao qui a mis en scène, c'était un spectacle en hommage à Flora de Vatine et à son œuvre Au vent de la piroguère Tifeifei, et qui a remporté le 2e prix du Heiva Taurea. Merci beaucoup pour votre attention.